Les dictateurs investissent toujours sous des musiciens populaires. Mais d'où vient cette idée? Point d'interrogation. La tendance des dictateurs africains à investir dans la musique et les musiciens populaires ne vient pas de nulle part, des trompeurs. Elle s'explique par un mélange d'héritages coloniaux, de réalités africaines et des stratégies politiques universelles. On va le voir. La première chose, c'est l'héritage africain. La musique comme pouvoir social. Ça, c'est un héritage propre à l'Afrique. En Afrique, la musique et l'oralité sont centrales dans la vie sociale et la politique. Généralement, on nous expliquait les histoires de façon orale. Et là, à côté, il y a aussi les griots, surtout en Afrique de l'Ouest, où leur équivalent ailleurs étaient historiquement les protecteurs de la mémoire, de l'histoire et de la légitimation des rois. C'est eux qui gardaient l'histoire, c'est eux qui avaient des choses à relater. Les dictateurs modernes ont en quelque sorte repris cette logique. Le musicien devient un nouveau griot, chargé de chanter les louanges du chef et de renforcer son autorité. Deuxième chose, c'est l'héritage colonial. Pendant la colonisation, en vrai, la musique était déjà un outil politique. Les colonisateurs, le colon à l'époque, ils promouvaient certaines musiques comme fanfares militaires, folklore exotique pour encadrer les populations. Les récalcitrants, les dames, les femmes, les enfants, pour les encadrer, pour les conserver, pour les mettre sur un endroit qui ne soit pas dispersé, qui n'ait pas d'autres idées, il fallait mettre la musique. Donc, les musiques modernes comme la rumba, highlife, l'afrobeat, il y en avait plein, sont nées dans ce contexte mêlant influences locales et occidentales. Après l'indépendance, les nouveaux dirigeants ont hérité de ce rapport instrumental à la culture, mais en les orientant ou en les réorientant vers la glorification de l'État-nation. C'est pourquoi il y a eu les chansons Indépendance Tcha-Tcha, oh Africa, oh liberté. Il y a eu des chansons zoulou, sud-africaines et autres. Troisième autre chose, c'est la stratégie de légitimation du dictateur. Beaucoup de dictateurs africains sont arrivés au pouvoir par coup d'État militaire, sans réelle légitimité démocratique, c'est-à-dire par le pouvoir du peuple. Donc, ils ont cherché des moyens symboliques de se légitimer auprès du peuple. Alors, il faut trouver une piste. La piste la plus facile et la plus proche de ce peuple, c'est la musique. La musique, souvent, est très populaire et accessible. Elle devient un outil parfait. Elle touche directement les masses, même les analphabètes, ceux qui ne comprennent rien de la politique. Par la musique, ils peuvent connaître monsieur un tel, ils peuvent connaître tel nom. Du coup, elle crée des émotions collectives. Elle peut être utilisée comme propagande douce, louange, slogan chanté. Quatrième chose, c'est que la musique, comme média de masse locale, dans les années 1960 à 1980, la radio était le média principal en Afrique et elle diffusait surtout de la musique. En sponsorisant les musiciens populaires, les régimes contrôlaient l'espace médiatique et le message transmis. Un dictateur pouvait ainsi atteindre la population rurale aussi bien que l'élite urbaine à travers la musique. L'influence du contexte international aussi, qui, dans le contexte de la guerre froide, l'Afrique était un terrain idéologique où toutes les puissances qui étaient autour de la guerre froide se disaient, bon, les régimes soutenus par l'URSS par exemple, mettaient en avant de la musique révolutionnaire. Le cas historique, c'est le cas de Sékou Touré. Le régime plus aligné sur l'Occident misait davantage sur des musiques festives et populaires qui donnaient une image de modernité et de stabilité. Le cas de Mobutu. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, vous allez remarquer que la musique festive a plus de l'ampleur parce que l'Occident, ils avaient plus de moyens, ils donnaient plus, ils mettaient plus en avant la musique festive. Tandis que de l'autre côté, c'était de la musique révolutionnaire. Sixième chose, c'est la fonction de diversion et de
contrôle. Enfin, on peut dire que beaucoup des régimes utilisaient la musique comme distraction politique. Organiser des grands concerts gratuits, par exemple, financer des artistes pour chanter l'amour et la danse, détourner de l'attention des problèmes économiques ou des répressions. Alors, c'était un champ de régime entre communistes et capitalistes. Donc, cette manière de faire est en vrai à la croisée d'une tradition africaine qui est le griot, comme l'estimateur du pouvoir, comme détenteur de l'histoire, d'un héritage colonial, culturel, instrumentalisé, et d'une stratégie autoritaire universelle qui est d'utiliser la culture de masse comme propagande et diversion. Alors, soyez bénis, je vous remercie. La famille.